Nous sommes enseignantes en section sage-femme à Elmo Sainte-Julienne, donc Elmo, la Haute École Libre Moselle et l'Institut Sainte-Julienne, donc la catégorie paramédicale. Alors on va un petit peu vous faire part de notre expérience au niveau du portfolio. On va vous expliquer un petit peu de manière pratico-pratique comment nous l'avons articulé avec les compétences et comment les faire un bilan du fonctionnement que l'on a pour le moment. Alors, pour retracer un tout petit peu l'historique, donc pourquoi un portfolio en section sage-femme? Parce que depuis 2006, la formation est une formation à part entière. Donc c'était avant une spécialisation, on était infirmière et puis accoucheuse. Et en 2006, le législateur a changé, les lois ont changé pour s'aligner sur Bologne. Nous avons eu un cursus à part entière en 4 ans. Donc de là, une identité à former, à développer chez nos étudiantes. Alors on a eu à ce moment-là une massification de la population, pas ces détails, mais de promotion de 10 à 15 étudiantes, on s'est retrouvé avec des promotions de 60 étudiants. Donc il fallait vraiment qu'on fasse quelque chose, aussi pour apprendre à les connaître et à intégrer les différents fondements de profession. Alors favoriser aussi les liens entre les activités, les diverses activités de la formation et développer l'esprit de recherche. Alors ça brièvement, juste pour vous dire, voilà, c'est différent, on était sensibilisés par différents aspects, évidemment au niveau du CAPES, le CAP, il y a eu aussi des journées quand c'était toujours LMS, donc en octobre 2005, en avril 2004, et puis on a mis un peu de temps pour arriver en 2006 à proposer à la direction un fonctionnement et à mettre en place le portfolio en première année sage-femme. Alors, qui est-ce que ça concerne? Une équipe de plus ou moins 10 enseignantes sages-femmes et plus ou moins 240 étudiants par an. Donc plus ou moins 60 étudiants par année, sur 4 ans, et collaboration aussi avec l'enseignant qui est responsable de la recherche dans la formation. Et les liens avec, on va le voir après, mais tout ce qui est esprit de recherche, données probantes et travail de fin d'études. Alors, les pistes que nous avions privilégiées étaient notamment d'avoir un dossier d'apprentissage tout au long de la formation. Donc, le portfolio qui accompagne l'étudiant depuis le début de sa formation, son entrée en formation, et qui se conclut en fin de formation. Une analyse réflexive sur des thèmes donnés ou sur la présentation du métier de sage-femme, ou sur sa pratique, ou sur ses expériences. Les portes d'entrée sont diverses. Un objet aussi de conscientisation pour l'étudiant, prendre conscience aussi de ses forces, de quoi qu'il a à améliorer, faire un bilan sur comment il évolue, prendre parti, oser s'affirmer, un support aussi à l'intégration des savoirs, un moyen d'apprendre, on peut aussi réguler à travers le portfolio, ça permet de s'asseoir pour se regarder marcher, donc réguler tout au long de la formation. Développer l'esprit de recherche et alors la créativité, évidemment l'autonomie, puisque l'étudiant est totalement responsable de ce qu'il fait, de ce qu'il fait. Alors, peut-être brièvement, donc, comment ça s'est passé. Donc, début d'année, on fait une présentation collective à toute la classe. Donc, tout le monde, on présente le projet de portfolio pour l'année. Et puis alors, par année de formation, on va prendre rendez-vous avec les étudiants, un rendez-vous de 20 minutes. Et donc, il y a un enseignant qui est un enseignant aussi différent, qui est avec quelques étudiants. Et les séances se font soit en individuel, soit alors on fait du collectif, donc on rassemble tous les étudiants qu'on nous a confiés. Donc, ce sont des groupes de 8 ou 9, généralement 8, et là, on les prend pendant 3 heures. Donc, on fait un partage collectif de leur recherche et de ce qui, pour eux, avait du sens dans leur formation à ce moment-là. En 4e année, alors, le portfolio n'existe plus en tant que tel, il est passé sous la forme TF. Donc il se transforme alors en travail de l'année. Et donc on n'a plus de rendez-vous portfolio en tant que tel. Alors ça se passe comment? C'est vrai que la discussion est initiée par l'étudiant, donc c'est tout à fait lui qui est libre de ce qu'il veut apporter à cette rencontre. Alors ça peut être des sujets de recherche, des vécus, des interrogations, donc ça peut être tout à fait divers. Et la préparation d'entrevue se fait comme suit, donc une semaine avant le rendez-vous, on demande de nous envoyer par écrit les thématiques qu'il aimerait aborder de cette rencontre, ce qui nous permet à nous peut-être aussi de préparer quelques
qui se transforment souvent en fardes, avec des intercalaires qui correspondent aux différentes compétences de la profession. Et alors, il y a des fiches d'entrée qui se présentent comme suit. Donc, ils sont d'identification personnelle, identification d'activité rapidement, toutes les références bibliographiques précises de façon à pouvoir les injecter dans le TFE si jamais c'est nécessaire. Un résumé très succinct de l'activité qu'il a présentée, du livre qu'il a lu, de son vécu de stage. Et puis alors de mettre ce vécu en lien avec les compétences visées dans le référentiel professionnel de la profession. Et donc, après, que veux-je faire de ça? Qu'est-ce que je vais faire de cette recherche là maintenant? Est-ce que j'ai envie d'aller plus loin? Est-ce que pour moi, à ce stade-ci, ça se clôture? Peut-être que je vais aller plus tard, mais un petit peu se projeter dans le futur. Et donc voilà, donc, toutes ces fiches sont classées et sont référées à une ou des compétences spécifiques du référentiel. Donc on demande chaque fois, tiens, cette expérience que tu rapportes, ce vécu que tu rapportes, ce livre que tu as lu, en quoi, à quelle compétence est-ce que toi tu raccroches et pour toi voilà. C'est évidemment c'est le légal fédéral. Donc ça c'est le Conseil fédéral des sages-femmes qui l'a rédigé. Donc il y a vraiment, pour l'instant on n'a pas un référentiel de formation sage-femme, qui est en cours d'élaboration, mais il y a un référentiel professionnel et c'est à celui-là qu'on a besoin de se pencher. Dans un premier temps, c'est vrai qu'après, quand on a fait le premier cycle des 4 années, puisqu'on a commencé en première année, donc on est en mobilité avec des étudiants, petit à petit, on s'est rendu compte que finalement la première et la deuxième passage fin, c'était plutôt vraiment une posture de découverte. Ce qui nous apportait comme sujet, c'était plutôt vraiment de la découverte, de l'émerveillement un peu à tout niveau. Et puis petit à petit, en troisième, en quatrième, on voit vraiment les sujets qui commencent à se centrer avec vraiment une précision beaucoup plus nette sur leur métier de recherche de travail de fin d'études. Donc la première année et la deuxième, ils balayaient un peu tous les intérêts. Et puis on voit vraiment que tout doucement, ça commence à se centrer pour arriver déjà, donc ça c'est vraiment quelque chose qu'on a remarqué. Dans le courant de la troisième année, déjà des sujets de TFE qui émergent à ce moment-là. Beaucoup plus tôt que ce qu'il y avait avant. Et donc ça c'est vraiment une articulation qu'on a bien vue. Donc il y a les 4 années se tiennent, mais bien sûr, voilà, tout s'est articulé avec ces deux changements de posture entre 1 et 2 et puis 3 et 4. Et donc vraiment, c'est vrai que le retour que les étudiants nous envoyaient, puis entre nous, quand on discutait, on se disait vraiment que on avait l'impression que c'était pendant un apprentissage, où ils venaient se poser pour discuter avec nous. Et c'est vrai que ce temps d'échange avec l'enseignant était souvent apprécié par les étudiants. Et donc, bien sûr, on utilise pendant les 4 années de formation. Et puis, les étudiants revenir et prendre conscience de ce que c'est. Alors, globalement, au niveau de l'évaluation, on a présenté comme ça. En première reprise de l'année, c'est une vision uniquement formative. Alors, elle se voulait aussi formative à l'époque parce que les étudiants pouvaient encore nous rejoindre en troisième, qui pouvaient faire le cursus 1, 2, 3 infirmière, qui peuvent toujours le faire, et puis rejoindre la troisième sage-femme. Et donc, si on rendait la première année et la deuxième année de portfolio alternatif, comment ceux qui allaient rejoindre l'infirmière allaient-ils y intégrer la démarche? Donc, en laissant la visée formative au premier et deuxième, on leur laisse la posture de découverte, et ça permet à ceux qui rejoignent d'intégrer la démarche. Alors, en troisième et quatrième année, là, on a ce qu'on appelle plutôt le portfolio de présentation. Donc, ils ont bien sûr, pendant l'année, libre choix de faire toutes leurs fiches qu'ils veulent sur les thématiques qu'ils veulent, mais on nous demande fin d'année de nous rendre un portefeuille avec les fiches qu'ils estiment les plus significatives de leur apprentissage en rapport avec les compétences. On nous demande d'illustrer un petit peu au maximum les compétences de différencier, de nous rendre un minimum de fiches par rapport à ça. Ça c'est pour la troisième, en quatrième aussi, et puis en quatrième, il y a le TFE. Et avec ce TFE, ils doivent rendre un travail réflexif qui va s'inspirer de leur portfolio, qui n'est pas coté en tant que tel, donc on n'est pas évalué, il n'y a pas de notes sur le bulletin, mais le rendu de ce travail est obligatoire pour pouvoir valider la démarche TFE. Et alors on vous dira un petit peu. Alors le bilan que nous avons tiré de ces quelques années d'expérience, c'est par rapport aux étudiants, un rapport à l'écrit, aussi bien des lectures et écritures assez difficiles, donc très difficile de passer à l'écrit, d'avoir des écrits de qualité, de même leur demander de lire, de faire des
ça leur prend du temps, qui n'est pas comptabilisé non plus, c'est reconnu mais pas assez, en tous les cas par rapport au temps que ça leur prend. L'argumentation, c'est-à-dire raccrocher chaque fois des différentes pièces qui rentrent dans leur portfolio par rapport à une compétence, ben, c'est assez compliqué pour eux aussi, ils ne voient pas toujours le sens. Les sources documentaires, parfois un peu légères à notre goût, mais bon, voilà, ça s'améliore au fur et à mesure évidemment du cursus, c'est plus en première année. Oui, j'ai dit l'argumentation, le choix de la compétence, mais dans l'argumentation aussi c'est difficile. On a parfois des choses un peu sommaires, parfois des choses très profondes aussi comme réflexion, et beaucoup plus recherchées. La cohérence, ça c'est un plus avec le cours de méthode à la recherche. Et alors, c'est vraiment un gros point positif pour les étudiants, c'est qu'ils s'impliquent très vite dans une démarche TFE. Parce que dès le début, ben, il y a des domaines d'activité de la sage-femme, des domaines d'expertise qui les attirent plus. Donc, ils s'engagent déjà dans une réflexion beaucoup plus tôt. Souvent, dès la troisième, dès le début de troisième, ils savent vers quoi ils vont. Alors, pour nous, en tant qu'enseignants, ben, tout le monde n'intègre pas la démarche dans les enseignantes. Donc, on se dit, ben, tout le monde va participer, tout le monde va accompagner les portfolios, mais ce n'est pas un bon plan. Certains profs mettent parfois même des freins, parce que ben voilà, ils ne rentrent pas dans la démarche simplement. Alors le truc de l'évaluation, c'est souvent le gros problème au niveau de l'évaluation du portfolio en général. On a bien une grille pour ce qui est écrit en 3e et 4e au niveau des fiches livrantes, mais qui est surtout sur le fond, la forme, mais avec quelques critères, mais vraiment oui, la pertinence peut-être d'apporter une pièce au portfolio par rapport aux références, aux compétences, tout ça, ça peut être évalué, mais c'est pas encore au point. Donc on n'est vraiment pas encore satisfait de ce à quoi on est arrivé pour le moment. Alors évidemment, ben, c'est toute la problématique de comment évaluer ce qui est en construction sans être intrusif aussi. Et on parle souvent du personnel mais pas d'intime. Voilà, c'est très compliqué parce que suivant notre point de vue, le subjectif aussi, parfois elles sont dans des domaines d'activité qui nous sont parfois qui sont très éloignés des secteurs d'activité, des domaines d'activité qui attirent la sage-femme référente. Donc c'est un peu compliqué aussi. La pertinence aussi du suivi longitudinal des étudiants par le même enseignant. Donc on était parti sur le principe de suivre les mêmes étudiants 1, 2, 3, 4. Et c'est pas toujours une bonne chose, parce que si ça colle bien, c'est fort bien, mais si ça ne colle pas et que c'est pas une bonne chose, l'étudiant n'arrive pas non plus à rentrer dans sa démarche, ça dépend de l'ouverture de l'enseignant, vraiment de son domaine d'expertise aussi, donc on doit vraiment s'adapter à ça aussi. Voilà. J'espère qu'on a 10 minutes. Super. Merci beaucoup pour votre présentation. En plus, tip-top 10 minutes, c'est magnifique. Merci beaucoup. On constate aussi ce qui est très chouette, que vous avez cette vraie démarche du scientifique qui dit, ben voilà, j'ai fait ceci, je vous le présente, vous avez les faits, voilà comment ça se passe, voilà ce dont on est satisfait, voilà ce qu'on constate, et voilà ce pourquoi on est encore en projet, en questionnement. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et on trouvera, je pense, la même chose dans l'expérience de Christelle, parce qu'on est dans des domaines qui sont encore totalement explorés. On passe peut-être à la phase des questions-réponses qui sont plus des clarifications peut-être par rapport à la présentation, si vous avez des questions, des choses où vous voudriez aller un petit peu plus loin. Donc pas encore vraiment les questions de débat, mais des questions de clarification sur la présentation. Au début, est-ce que vous partez avec une série de questions ou est-ce que vous laissez champ libre pour... au début, est-ce que vous laissez champ libre sur le choix des thèmes ou des compétences, ou est-ce que vous donnez une série de questions pour aider dans la démarche en première, par exemple? On leur donne quelques pistes, mais pas vraiment des questions. En tous les cas, elles doivent avoir une référence bibliographique, un article scientifique. Donc on voit avec elles en première année
la différence entre un article scientifique et un article de vulgarisation, etc. Donc on leur donne quelques pistes et alors les rendez-vous, elles les mènent. Donc ce sont elles qui sont totalement responsables d'amener à quelque chose et je reçois juste une liste avec des questions style géométrique, j'ai été donnée par. On a des questions de port d'entrée de réflexion, ça on reçoit, mais après c'est vrai, c'est assez libre. Alors on aime bien, enfin, à chaque année, qu'elle nous rende au moins le compte rendu d'un livre, d'un article scientifique, d'une conférence et d'un livre. On aime bien, pour un peu justement nous obliger à lire, nous obliger un petit peu à s'intéresser à des articles scientifiques. Et là alors, par rapport aux conférences, par exemple, chaque année on donne l'occasion d'assister à des colloques ou des conférences qui pourraient faire office. Donc on apporte aussi, et on leur demande d'ailleurs quand on vient à nos colloques, qu'elles remplissent systématiquement au moins une fiche sur un des ateliers auxquels elles assistent. et puis un partage avec le groupe. Alors, quand on va à un colloque, donc, on essaie de participer avec chaque année à un colloque au niveau international, en périnatalité, donc avec les deuxièmes, les troisièmes et les quatrièmes. La première phase, c'est trop tôt, voilà, elles comprennent la pertinence, c'est très difficile. Elles participent à une activité en Belgique, à un cours en Belgique, où autrement on essaie de partir. Et là, alors, voilà. Et puis alors, quand elles reviennent, elles auront un temps et puis elles doivent partager. Donc, elles se répartissent les sujets auxquels elles ont assisté, puis alors il y a un partage de pratique de ce qu'elles ont entendu. Peut-être que ce qui les aide aussi, c'est le collectif, surtout peut-être en première. Alors, il prend des proportions peut-être différentes dans les années, mais en première, le fait de partager, tiens, moi j'ai lu ça, j'ai entendu, ça leur donne des idées aussi, justement, qui peuvent créer de la recherche. Ça, c'est le retour qu'elles nous donnent. Une autre question. Vous avez parlé d'évaluation, vous avez dit que c'était probablement une des tâches les plus complexes, mais vous avez introduit une échelle, j'ai vu pour les fiches, très bien, bien, etc. Est-ce que vous avez tenté de faire une auto-évaluation des fiches à un moment donné dans le cursus? Oui. En tant que tel, on n'a pas vraiment encore réalisé. Maintenant, ce que l'on fait avec les fiches, quand elles reviennent de congrès, on fait toujours une séance collective. Et alors, on demande, enfin, c'est pas de l'auto-évaluation, mais que les collègues évaluent. Donc, on dit chacune formativement, mais retourne avec ce que les autres ont pensé de la présentation. Les collègues, donc les pairs. Oui, des pairs, oui, des enseignants. oui. On donne juste un retour formatif et puis ils peuvent travailler leur fiche. Et ils rendent l'écrit sur base des corrections que les pairs ont effectuées. Et puis alors, quand ils vont rendre l'écrit et le soumettre à évaluation, pour les troisième et quatrième, elles bénéficient du retour de l'enseignant et du retour des pairs. Le TFE, vous disiez que le TFE, un travail réflexif, c'est un travail réflexif lié au portfolio. Automatiquement, est-ce que le TFE porte une particularité du portfolio, un rendu particulier, le portfolio dans sa construction? Je n'ai pas bien compris le lien entre le TFE et le portfolio. En fait, c'est dans le portfolio. En fait, c'est plutôt le portfolio qui leur permet de dégager des interprétations. Donc, à un moment, on voit les thématiques qui viennent, sont plutôt vraiment des thématiques, on prend le cas d'un part, qui apparaît en première, qui est en deuxième, qui est en troisième, qui est en vécu de stage par rapport à ça. Et quand elles relisent leur TFE, on voit que c'est des thématiques centrales qui se dégagent. Et c'est souvent dans leur TFE, dans leur portfolio que vont chercher des idées. Mais c'est une véritable question de recherche. Enfin, véritable, c'est une question de recherche pour un baccalauréat. C'est ce qu'on leur demande dans la démarche TFE. Et puis la seconde partie qu'elle nous rend, c'est plus la démarche, la deuxième partie pour valider le TFE qui n'est pas évalué. Alors là, on leur demande de reprendre les 8 compétences du référentiel de la professionnelle et de noter pendant leur formation qu'est-ce qui m'a permis de développer cette compétence-là et quelle sage-femme je suis par rapport à cette compétence-là. Donc, il y en a pour qui le prénatal va vraiment prendre beaucoup d'ampleur, d'autres c'est surtout la salle de naissance, d'autres autres
chose, et puis voilà, mais elles montrent, et puis on espère que c'est une plus-value aussi pour se présenter ailleurs, chez les employeurs, et dire en quoi elles peuvent, leur engagement peut être pertinent pour l'institution, non pas qu'elle postule du moins. Mais le CFE, c'est une démarche de travail de famille. Et il n'y a que cette partie-là laquelle on attribue une réelle note. Voilà, une réelle note. Parce qu'on est toujours dans cette démarche réflexive avec la notion d'être inclusif, voilà, très difficile pour nous d'évaluer quelque chose qui nous paraissait très subjectif. Est-ce qu'on peut évaluer la personnalité professionnelle de quelqu'un? Enfin, bon, voilà quoi. Un peu difficile. On avait pensé tout un moment, mais c'est le temps qui vous fait défaut, de leur demander de présenter devant le jury de sage-femme leur partie réflexive et qui elles sont, elles, en tant que sage-femme. Ou du moins devant un petit jury, 3 enseignantes. Et puis, on n'a jamais concrétisé parce que les fins d'année sont trop chargées et que ça ne va pas et qu'on doit faire des choix, malheureusement. Oui, vous avez dit qu'il y avait des rencontres individuelles ou collectives. Hein. Quelle est la tendance ou la proportion des étudiantes qui préfèrent s'adresser à vous seules ou bien en groupe? Quand c'est collectif, on leur propose quand même la possibilité. Oui, quand c'est collectif, on leur donne la possibilité d'avoir un rendez-vous individuel si elles le souhaitent. Si elles ont besoin vraiment d'approfondir un sujet et si le rendez-vous en collectif ne suffit pas, on peut les voir. Alors on les voit à un autre moment, on se donne rendez-vous et puis on les voit. Ça se fait. Moi j'ai envie de dire que si c'est très subjectif comme analyse, ça dépend très fort de l'enseignant. Et voilà. Donc il y a les séances collectives qui, pour nous, je pense, je peux dire nous, enfin je dis nous, tant pis, elle n'est pas d'accord. Voilà. Mais je pense que nous, ce qu'on aime bien, c'est quand elles reviennent de congrès, c'est vraiment très pertinent. Mais les voir en individuel, ça permet vraiment d'aller loin dans la réflexion et de leur donner plus de pistes pour elles personnellement. Ça permet d'aller beaucoup plus loin dans la démarche. En moyenne, on est à un collectif pour 2 individuels. Et le retour des étudiants, c'est vraiment ça. On a besoin de temps individuel. Et puis en même temps, le collectif nous aide parce que les partages qui nous permettent d'aller plus loin, d'ouvrir la réflexion. Je pense qu'ils étaient dernièrement dans le film Postmortem, c'est le film et là, c'est vrai qu'il y en avait plusieurs qui l'avaient vu. Et donc là, j'ai fait un collectif avec tous ces étudiants qui souhaitaient parler de ça. Et puis c'est vrai qu'on avait vraiment des approches et des compréhensions tout à fait différentes, avec évidemment des réflexions qui sont disséminées. Donc on est maintenant vraiment statistiquement le nombre d'étudiants qui donnent des collectifs ou des individuels, c'est important. Il y a des enseignantes aussi, pour les plus jeunes enseignantes qui rentrent dans la démarche, faire du collectif est très rassurant. Parce que ça les rassure plus, parce que ça alimente aussi, voilà, c'est un peu plus facile de rebondir et d'animer que quand on se retrouve avec une étudiante dans un domaine qu'on ne connaît pas spécialement. Par exemple, parfois on a des étudiantes qui viennent avec des sujets, des sujets parfois très très pointus et des sujets que nous ne connaissons même pas. Elles ont vu des choses en stage. Je me souviens d'une technique très particulière pour l'hémorragie de la délivrance, une nouvelle technique qui était vraiment assez pointue, etc. Moi, une étudiante est venue, elle a fait son travail de fin d'études là-dessus. Quand elle en a parlé la première fois, je n'en avais jamais entendu parler. Donc, elle est venue. Donc, voilà, il faut accepter de se mettre en tant que référente, accompagnatrice, en tant que coach. C'est vraiment ça, quoi. Et c'est d'amener l'étudiant à aller d'être meilleur que nous, puisque dans le coach, c'est ça, quoi. Donc, voilà, plus elles connaissent et plus elles nous en apprennent, plus c'est riche. Mais c'est difficile pour les jeunes enseignants, enfin pour les jeunes, je ne vais pas dire que je suis vieille, mais c'est difficile, c'est pas rassurant. C'est pour ça qu'on a demandé, au début on n'avait pas demandé que ça envoie une semaine à l'avance thématique. On a demandé, et puis finalement on se rendait compte que du coup ici on est un peu la veille, parce que bien sûr on est toujours bien intentionné, mais finalement une semaine avant ça les oblige eux-mêmes aussi un peu à structurer cette rencontre. Puis nous ça nous permet aussi, si on a des thématiques effectivement qu'on n'a jamais entendu parler, peut-être entre nous de se dire tiens, tu aurais par exemple fait marcher c'est peut-être plus riche directement. Plutôt que de leur dire écoute, je n'ai jamais entendu parler, je cherchais, je te rends compte.
D'autres questions autour de la table? Petite question, pas de souci. Merci. Peut-être simplement aussi vous demander, quand les étudiants sont en stage, comment vivez-vous avec cette rencontre, les cercles de rencontres par rapport à la création du portfolio? Parce que si elles ne sont pas présentes à l'école. Mais on met toujours des rendez-vous donc, on fonctionne vraiment dans un enseignement alternatif. Donc elles ont des périodes de cours, des périodes de stage, c'est déterminé, tout est déjà fait jusqu'en juin 2015, ces périodes on sait. Donc on planifie toujours les rendez-vous, donc c'est libéré à l'horaire de l'étudiant et libéré à l'horaire de l'enseignant. Des périodes où il y a une après-midi par exemple, tel jour, c'est l'après-midi, c'est rendez-vous portfolio. Et l'enseignant s'organise avec à l'horaire des deux, c'est bloqué. Il n'y a jamais des photos qui partent en stage 6 mois et que vous ne voyez plus pendant 6 mois. Les 4e années, mais il y a un suivi fait, alors on a un lien autre en ligne, voilà, un autre lien si elles partent longtemps. Mais chez nous, elles ont une obligation aussi d'effectuer des stages dans certains domaines, donc c'est pas toujours évident. En 3e année, on est encore en début de cursus presque pour les stages particuliers, donc elles peuvent partir, elles partent déjà à l'étranger, en 2e, en 3e, en 4e, mais ça ne pose pas de souci. Merci. Ok. On va peut-être en rester là pour les clarifications. Alors, comme vous savez, au niveau du 10-20-30, on a chaque fois un cas qui s'ouvre sur un débat un peu décontextualisé, donc une problématique un petit peu plus large, mais liée au cas, donc au portfolio. On va maintenant faire donc, cette première activité un peu plus animation. Ce qu'on vous propose comme thématique pour cette première animation, oui, on peut peut-être participer à l'animation commune, c'est peut-être de discuter de ce que sont pour vous les caractéristiques d'un bon portfolio. Alors, ça peut être large, un bon portfolio, parce qu'il y a différents types de portfolio. On vient d'en voir un type, et puis on verra un autre type avec Christelle Maillard par la suite. Mais dans votre imagination, compte tenu du premier exemple qu'on a déjà vu, pour ceux qui n'auraient jamais réfléchi au portfolio, c'est possible aussi, quelles sont pour vous les caractéristiques d'un bon portfolio? Alors on va essayer de le faire de manière un petit peu ludique et surtout pour croiser les points de vue et pour forcer un peu chacun à échanger avec d'autres. Alors on va vous demander, vous avez normalement 4 fiches devant vous. On va vous demander de noter chacune une caractéristique par fiche. Donc chacun aura noté 4 caractéristiques, une par fiche. Caractéristiques d'un bon portfolio. Tous ceux qui n'ont pas de pique pour piquer à leur voisin. Quand tu veux dire bon portfolio, est-ce que c'est un bon portfolio dans sa conception ou un bon portfolio, c'est un bon portfolio qui aurait été évalué comme étant bon, de bonne qualité? Un portfolio de bonne qualité. Un portfolio de qualité. De la part de l'étudiant. L'étudiant, oui. Vous recevez son portfolio, qu'est-ce qui vous fait dire que c'est un bon portfolio? Ça veut dire oui, mais ça dépend, etc. Mais ne pensez pas à tous les ça dépend, lancez-vous et donnez des qualités d'un bon portfolio. Justement, on parlera peut-être du ça dépend au moment de la mise en commun. Donc, chacun va noter une caractéristique par fiche, donc chacun aura 4, et puis on va aller ramasser, mélanger les fiches, enfin faire des choses comme ça, et puis vous mettre en groupe, pour essayer d'avoir un maximum de discussions autour de ces caractéristiques d'un bon portfolio. Okay, donc il faut aller vite, ça va être 2 minutes de ceci, 1 minute de cela, 2 minutes de ceci, donc ça va être fort dynamique. Ne vous cassez pas la tête trop longtemps, c'est les premières choses qui vous passent par la tête, et comme ça va être mélangé avec les idées des autres, normalement, si vous n'avez pas pensé à tout, c'est pas grave, c'est juste normal. Ok, allez-y. Alors les groupes vont maintenant essayer de deviner ce que les autres ont représenté. On était donc sur les caractéristiques d'un bon portfolio. Ceux qui veulent peuvent se rapprocher peut-être des panneaux si vous ne les voyez pas bien. On va commencer par essayer de deviner ce qu'a voulu représenter le groupe de là-bas au fond, avec ce dessin-ci. Alors,
c'est vous qui pilotez peut-être l'exercice, devinez. Donc s'ils sont sur la bonne voie, vous leur dites oui, plus ou moins, pas tout à fait ça, etc. Ok? Allez-y, essayez de deviner. La progression, C'est vous les animateurs. Hein? Oui, mais c'est ça. la progression qui est représentée par la flèche bleue qui monte, effectivement. La protection, pardon, de l'étudiant. oui, et en particulier, Développement de compétences. voilà, Oui. compétence par compétence, palier par palier, j'imagine. Centré sur soi, enfin centré réflexif. Voilà, c'est ça. Oui. Donc on a eu la progression, on a eu quoi encore? La compétence. La La progression dans le développement des compétences, la flèche bleue qui monte, Ok. la flèche orange qui monte, c'est la réflexivité. Et l'ancrage. Réflexivité, progression dans les compétences. Voilà, c'est ça. L'ancrage, l'apport de preuves à différents moments. L'expérience, le vécu. D'accord, donc les flèches vertes, c'est cet apport de preuve, cette expérience, C'est ça. ce vécu. Ah, vous êtes bon, vous avez tout fini. Ben, ça veut dire que le groupe a fort bien représenté ces quatre. Très fort avec ça. Ok, donc le portfolio apporte des preuves, il doit être réflexif et il doit montrer le développement des compétences. On est bon? Merci au premier groupe. Deuxième groupe, ici, le second schéma. Alors, allez-y, vous pilotez la réflexion des autres. Je vais laisser réfléchir. Si vous ne voyez pas bien, vous vous approchez. Hein. Ça fait penser à nous les fonds. Oui, oui, juste. Oui. On n'y a pas pensé, mais oui, il y a peut-être deux. Il y a une notion de construction. C'est quel coup? Peut-être l'idée de construction. Construction qui est évidemment. Il y a une idée de construction. Oui, le questionnement, oui, Ouais. la réflexivité, même dans le... Les doutes aussi, hein, réflexivité, les doutes aussi, vous voulez voir l'interrogation. Donc on a questionnement, on a quoi encore? Construction avec les briques. Madame, il y a des confettis, il faut interpréter. Qui s'en va très vite. Il a l'air content. Le plaisir. Non, avec le sourire, les confettis, la joie, le plaisir. Ah, mais c'est Ça va dans ce sens-là, mais. ça aurait pu. Qui a essayé? Non, c'est peut-être le côté ludique, agréable. Oui, c'est pas loin, c'est pas loin. Créatif, Voilà, oui, c'est c'est ça. plus le côté créatif. quoi, Créativité. c'est de- Ok. Création, construction, questionnement, réflexivité. Voilà. Super. Parfait. Tout a été trouvé, vous aviez bien fait ça aussi. On passe au troisième poster. Le groupe ici, Mariella. je vous laisse animer, s'ils vont trouver. Éclairage progressif. On a de nouveau dans la progression. C'est la progression, progression, le il y livre. avait, le cheminement, oui, c'est un peu ça. Oui, c'est un peu ça. C'est en partie ça. Cheminement, je ne sais plus ce qui était juste avant. Progression. Progression, oui, il y a ça, il y a la progression, cheminement, méthode, enfin, c'est une partie de ce qu'on a vu représenter. L'aboutissement, Les sources, mais oui. Alors les sources, oui, ça c'était noté, en tous les cas d'avoir des traces. Enfin, des traces, des données, des sources. Des paliers, c'est ça. C'est des paliers. La première partie, vous y étiez presque, mais c'était pas tout à fait ça dans la Peu mieux. les autres, on peut dire, mieux faire, mais c'était plus réflexif. Et le cadre. Oui, c'est dans un cadre. Le cadre, c'est le cadre réflexif. Dans le cadre. C'est la structure. Ouais, Oui, ça, c'est c'est ça. Ah, voilà, structuré. Ça va peut-être avec moi. Structuré. Mais c'était dans le progressif aussi, c'était plus précis que ça, ce qu'on avait nous présenté. Avec les marges et les ampoules. Oui, des paliers. Les compétences. Oui, voilà, les
les compétences pour aboutir au lustre avec toutes les compétences Ah oui, qui ont d'accord. été documentées. Pour référence documentée. Très bien. Ok. Parfait, merci. Donc ici, on a par exemple l'idée de la documentation qui est nouvelle. Donc des traces, ça c'est assez nouveau, je pense. Des de progression de compétences étaient aussi dans les autres. Donc c'est quand même chaque fois un petit peu différent. Parole au dernier groupe. Une trace par rapport au livre. Oui. Différents types de traces. Dernier groupe, où sont-ils? Ils sont au sandwich, on leur passe la parole. Nos animateurs du 4e groupe. Il y a des sandwichs aussi, non? C'est des traces de quoi? On avance. Le La premier, réflexion à nouveau, j'imagine, avec le petit dossier. il y a la réflexion, la réflexivité, Les deux. il y a l'analyse. C'est aussi l'épreuve. Voilà, c'est ça. Donc la première, elle cherche des preuves. Ah oui, ok. Et alors dans le petit, dans le petit nuage bleu, ça donne d'autres indices. On voit pas très bien dedans. C'est lié au C'est lié aux preuves. La variété de preuves. de la confession. La variété des preuves, je sais pas. Oui, donc c'est la variété des preuves, on l'a illustré avec le laboratoire, la sage-femme, la dame enceinte, le bébé, toutes les expériences qu'on peut avoir autour de l'expérience de sage-femme et bien entendu les ressources documentaires à travers les articles, la recherche, les livres, les syllabus, le lien avec les cours qu'ils ont eus à la haute école. Est-ce qu'il y a un ordre? Est-ce que selon vous il y a un ordre dans la pratique? Oui. À la recherche de preuves. On commence par la recherche de preuves, on les veut multiples pour pouvoir vraiment asseoir le développement de la réflexion autour des compétences et assurer le développement de celles-ci à travers une réflexivité autour de nos apprentissages et expériences. Ok, super. Très très bien. On avait en plus de la variété dans vos types de représentation, certains plus figuratifs, d'autres plus symboliques. C'est bien intéressant. Alors on vous remercie pour vos contributions. On a une première réflexion donc, sur ce qu'est un bon portfolio. Peut-être avant de retourner vous asseoir, vous pouvez prendre un petit sandwich de passage. Parce qu'on va céder la parole alors à notre deuxième témoin du jour, Christelle Maillard, qui enseigne donc en logopédie à l'ULG et qui va nous présenter aussi son usage à elle du portfolio. Merci Christelle. Voilà, donc moi je vais vous présenter l'expérience du portfolio. Alors c'est un portfolio qui est évalué dans le cadre du rapport de stage. Donc on va voir que c'est un mix entre la démarche d'un rapport de stage et d'un portfolio. Alors pour planter le contexte, donc c'est j'enseigne dans le master en logopédie à l'Université de Liège, donc au Sartillement. C'est un master en 5 années, on a 3 années de bac et 2 années de master. On a environ 300 étudiants. On a réfléchi, on est en train de travailler sur le portfolio à 2 niveaux. Alors on a en 5e année, c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui, et on commence aussi en même temps en premier bac, en première année. Puis ça va se rejoindre pour être sur tout le long de la formation, mais on a attaqué par ces deux morceaux-là. On va voir que le travail plutôt avec les étudiants qui terminent. Donc on a à peu près 50 étudiants par année et on a une approche programme liée à un référentiel de compétences. Alors juste pour vous montrer rapidement, donc nos référentiels, c'est un référentiel qui comprend 5 compétences. Les 3 premières sont des compétences plus cliniques autour de la prévention
compréhension de l'évaluation de traitement, 2 compétences qui sont plus transversales sur la relation professionnelle et l'expertise. Et ces dernières années, on a pas mal travaillé sur le développement des compétences, la trajectoire développementale, en déterminant pour chaque compétence un niveau à atteindre à certains moments de l'évaluation. Donc ça, c'est un peu le cadre avec lequel on travaille avec nos étudiants. Pour vous montrer, on va zoomer juste sur la 2e compétence d'évaluation pour vous montrer comment, donc le travail existe pour chaque compétence, mais cette 2e compétence, elle est déclinée en apprentissage critique, et ces apprentissages critiques sont liés à des cours, ce qui permet aux étudiants et à l'université, c'est vraiment quelque chose qui est important parce qu'ils ont vraiment l'impression que les bacs sont très liés, sont très éloignés de leur réalité professionnelle, de leur faire comprendre que ben oui, s'il y a des cours de méthodologie, c'est important pour chaque compétence, ça va intervenir pour ça, pour ça, pour ça. Et donc ça leur permet vraiment de comprendre pourquoi le programme est construit de cette façon, pourquoi un cours va intervenir à un niveau ultérieur. Donc on n'a pas le temps ici de détailler, mais c'est pour vous montrer que finalement ce travail-là, il nous aide beaucoup et il est communiqué aux étudiants et il est aussi une porte d'entrée dans le portfolio importante. Donc, ce que je vais vous montrer, c'est le Master 2, donc la dernière année, c'est-à-dire que pour sortir, comme le répète le diplôme, par rapport à la compétence évaluation, il faut être capable d'intégrer une dynamique complète d'évaluation, ça veut dire être capable de prendre des décisions argumentées, d'émettre des hypothèses et de les évaluer progressivement, etc. Donc ils ont des choses assez concrètes à essayer d'acquérir et qu'ils vont devoir documenter, ils vont devoir apporter des preuves par rapport à ces apprentissages critiques qui sont développés progressivement dans le cursus. Alors ces mêmes apprentissages critiques, on les retrouve dans la grille de stage. Donc j'ai repris, donc ici on est bien sur juste le niveau compétent puisque c'est un stage de dernière année, et on va retrouver dans la grille de stage une page par compétence avec pour chaque apprentissage critique l'évaluation du stagiaire et de son maître de stage. Donc chaque fois on croise, le stagiaire donne son évaluation et le maître de stage aussi. À la fois on le situe sur un niveau de développement, est-ce qu'il est au début de cette compétence-là, plus loin par rapport à ce type d'apprentissage, et le stagiaire et le maître de stage vont expliquer en quoi ça fonctionne bien, ça doit être travaillé, etc. Donc là, donc on a quand même à différents moments, on a ce référentiel qui sert un peu de fil rouge dans la formation qu'on retrouve dans la grille de stage, qui était déjà dans la grille de stage de Master 1, donc les étudiants connaissent ce type de choses. Alors, le portfolio, il fait suite à un projet qui est initié en Master 1, donc ils ont déjà eu l'habitude de collecter des documents, et il va servir dans l'évaluation certificative, il va remplacer le rapport de stage. Alors pourquoi est-ce qu'on a un rapport de stage? Parce qu'on doit avoir un rapport de stage parmi les documents à fournir pour l'agrément des logopèdes. Donc on a un canevas. Dans la formation, il faut un rapport de stage, et donc on a décidé que notre rapport de stage serait basé sur des éléments du portfolio. Ce qui veut dire que ce qu'on va évaluer, c'est le résultat du portfolio. Enfin, c'est une synthèse que l'étudiant va présenter et qui va être nourrie par le portfolio. On ne va pas évaluer les portfolios eux-mêmes. Donc on ne va pas regarder toutes les traces que l'étudiant a pu collecter. On lui demande, parmi ce qu'il a collecté, de construire son rapport de stage en allant chercher les différentes preuves comprises. Donc c'est vraiment un résultat. Alors c'est en lien avec le séminaire d'accompagnement de stage. Donc les étudiants, tous les étudiants en dernière année, enfin, au niveau du master en 4e et en 5e année, ils sont en stage, ils ont 300 heures environ à réaliser par année, et ils ont une demi-journée par groupe de 10 de séminaire d'accompagnement de stage. Ils sont toujours les 10 mêmes étudiants avec leur tuteur et ils discutent des cas de stage, etc. Et un SAS de Master 2, séminaire d'accompagnement
le stage CSAS. On va beaucoup discuter aussi de cette problématique qui est présentée. Ça, ce que tu as mis en place, c'est intéressant, tu pourrais l'utiliser comme preuve dans ton portfolio, etc. Donc la notion de preuve, elle est qui est difficile à acquérir par les étudiants, elle est aussi retravaillée dans ces séminaires en montrant en quoi ça peut être intéressant. Alors, le rapport de stage, qui est un peu notre contrainte certificative, on a imposé un canevas, donc on en a pas mal à lire, donc ça ne peut pas passer plus de 30 pages. On demande trois sections. Une première présentation du lieu de stage assez rapide. On demande surtout de choisir 2 compétences dans le référentiel et de détailler l'évolution personnelle, et c'est le gros du rapport de stage. Donc on leur demande d'identifier leur niveau de développement de la compétence, d'avoir une auto-évaluation. On insiste beaucoup sur l'auto-évaluation et sur l'autorégulation. Il ne suffit pas de dire qu'il y a des problèmes, il faut aussi développer ce qu'on a mis en place et ce qu'on va encore mettre en place. Donc, identifier des moments ou des événements qui ont un rôle particulier dans le développement de la compétence et en apportant des preuves du niveau de maîtrise que vous estimez avoir atteint. Et là, je vais vous montrer ce qu'on leur propose comme étant des preuves. Et puis, il y a une conclusion où on leur demande un bilan critique de leurs acquis en fin de formation initiale. À nouveau, ça dépasse largement le seul stage qu'ils ont fait en dernière année, mais le stage est là aussi pour nourrir les preuves. Alors, l'épreuve, ça c'est quelque chose qui n'est pas facile à comprendre pour les étudiants, donc nous on a essayé de recadrer les choses, à la fois en cadrant et en ouvrant pas mal, parce qu'on a des preuves de toute nature, on a pas mal de vidéos, de pas de jeux. Donc l'idée c'est que les preuves sont à un endroit où on peut démontrer un fait, ça prouve qu'ils ont atteint un niveau de maîtrise à un moment donné, donc s'ils pensent qu'ils sont bons en évaluation, il faut qu'ils nous le montrent. Ça peut être très varié, ça peut être des récits de situation, ça peut être des comptes rendus d'activité, des comptes rendus de conversation, des attestations de participation à la conférence, des synthèses de lecture, des fiches techniques, des schémas de photographie, des copies d'écran, des vidéos. C'est très très varié. Mais ce qui est important, et vraiment et on revient beaucoup là-dessus, sur l'idée que la preuve c'est un élément brut, s'il ramène une attestation de formation, c'est intéressant, c'est qu'ils y ont été, mais ça n'a pas beaucoup de valeur en soi. Donc ça doit toujours être accompagné d'un commentaire personnel, d'interprétation des faits, de questionnement, d'analyse critique, de réflexion, de jugement personnel, et c'est vraiment là-dessus qu'on va évaluer, pas tellement sur la preuve en tant que telle. C'est intéressant de voir qu'ils ont pu acquérir une technique complexe d'évaluation d'un patient. Ce qui est plus intéressant, c'est qu'ils soient capables de réfléchir par rapport à ça, dans quel contexte ils vont l'utiliser, comment, est-ce qu'il y a des données dans la littérature par rapport à ça qui puissent faire des liens. Donc les preuves peuvent être issues du stage, du SAS, et puis de très très largement de tout ce qui peut avoir un rapport avec le stage. Le stage est un fil conducteur parce que ça reste un rapport de stage, mais on voit que ça s'ouvre très vite à beaucoup d'autres choses. Alors on a essayé dans la réflexion sur l'évaluation, de se dire ce qu'on attend de vous, c'est pas juste des éléments bruts, mais c'est que vous réfléchissiez par rapport à ça. On leur dit, par exemple, si vous allez à une formation, si vous allez à un congrès ou une conférence, le niveau basique, c'est nous rapporter une attestation de présence. On sait que vous y avez été. Maintenant, on peut aussi avoir l'attestation et aller boire un verre, donc ça ne nous dit pas grand-chose. Comme c'est une preuve, mais c'est quand même une preuve pas très très solide. Par contre, si vous allez vous ramener l'attestation et que vous ramenez un résumé, on peut se dire que vous n'avez pas été boire un verre, vous avez au moins assisté. Mais au niveau suivant, vous ramenez un résumé, mais vous avez un commentaire critique par rapport à ça. Vous n'avez pas juste assisté, vous pouvez aussi réfléchir. Au niveau 4, on leur demande de faire un lien entre ce qu'ils ont fait, les commentaires critiques et les applications concrètes. Donc faire ce lien entre théorie et clinique. Et au niveau 5, d'avoir aussi des propositions d'autorégulation, d'arriver, de boucler donc qu'est-ce que ça va changer, qu'est-ce qu'ils ont vu et qu'est-ce qu'ils vont pouvoir aller vers. Donc ça nous permet, on explique ça aux étudiants et ils savent qu'on va évaluer, qu'on attend des preuves de haut niveau et pas uniquement des preuves de bas niveau. Alors l'évaluation, elle se fait. C'était la grosse crainte qu'on avait, c'était est-ce que finalement face à quelque chose de très diversifié, de très ouvert,
objective. Et en fait, on a travaillé avec Mélanideum et on a eu des choses intéressantes. Donc, on a une série de critères sur le type de compétences, des critères de forme, des critères de fond. Et en fonction de ça, on a déterminé des critères pour pouvoir classer les preuves. Et après, on traduit cette cotation, ce tableau en cotation. L'expérience qu'on a, c'est que finalement, contrairement à ce qu'on craignait, c'est assez discriminant. Et de façon très étonnante, c'est très corrélé aux mémoires, qui est quand même quelque chose, un exercice complètement différent, très standardisé, qui est très fort là dans la recherche scientifique avec des statistiques, etc. Mais donc c'est évalué par, ce sont deux exercices très différents, évalués par des évaluateurs différents, et on se rend compte finalement que il y a quand même, ça évalue sans doute un niveau de performance globale de l'étudiant, plutôt des choses assez. Voilà. Merci beaucoup, Christelle. Merci bien. Donc, là, on est face à un rapport de stage qui est aussi cette sélection de preuves critiques, donc on pourrait appeler portfolio, une partie de portfolio en tout cas, mais c'est cette même démarche effective avec des preuves et avec des éléments concrets qui viennent du stage, qui viennent du terrain. Pareil, on va vous demander de réagir en posant simplement vos questions de clarification ou d'approfondissement par rapport à ce que Christelle vient de présenter. La parole est à vous. Merci. J'aimerais savoir l'intérêt du stage ainsi que la fréquence des séances de SAS, séminaires d'accompagnement du stage. Donc le stage en dernière année, c'est un stage de 300 heures. Alors c'est très varié selon les lieux de stage, c'est vraiment une année de spécialisation, donc là les étudiants vont avoir des stages qui peuvent être très différents. Il y a des lieux de stage qui vont demander une période intensive, mais courte, mais d'être là quasi à temps plein. D'autres stages vont être plus dilués tout au long de l'année, donc ça va être très variable, on va s'ajuster aux demandes et aux caractéristiques du lieu de stage. Et les séminaires d'accompagnement de stage, c'est une demi-journée par mois tous les mois. Et donc il y a 10 étudiants, à chaque séance il y a un ou deux étudiants qui présentent une situation complexe. Donc, la consigne c'est la présentation d'une situation complexe, donc pas une situation problème simple qu'on peut résoudre, je ne sais pas trouver des normes d'un test, mais vraiment une situation qui a posé problème et on travaille la résolution en groupe. C'est pas un endroit de discussion du portfolio, mais c'est vraiment un endroit où effectivement le portfolio est souvent évoqué. Vous disant, tiens, moi j'avais noté des choses, ou ça je l'ai mis dans mon portfolio. Ici, c'est des étudiants de dernière année, en 5e année, ils sont quasi professionnels et ils ont quand même un niveau de réflexion important. Je trouve que. D'autres questions? Une question, est-ce que dans les compétences que les étudiants choisissent de démontrer, est-ce que c'est équilibré? Est-ce qu'ils ont une tendance à se focaliser sur certaines compétences en particulier? Et le cas échéant, pourquoi? Alors c'est intéressant comme question. Alors, déjà on s'était dit que ce serait bien qu'ils démontrent pour chaque compétence, mais c'est une question de place. Idéalement, ce serait bien que chaque compétence soit approfondie. Alors c'est assez varié. Il y a une prédilection pour les compétences plus cliniques, mais on a parfois des rapports de stage sur des questions éthiques, la compétence expertise, avec vraiment des situations qui ont posé problème et qui ont été documentées, où il y a des choses qui sont parfois vraiment qui ont été poussées loin par rapport à ça. Parfois c'est des questions de recherche. Donc je dirais qu'il y a toujours au moins une compétence clinique par rapport aux deux autres compétences sur la relation et l'expertise. Mais ce n'est pas des compétences qui sont oubliées et parfois, je trouve que la réflexion qui est poussée est parfois poussée plus loin dans ces compétences un peu plus transversales par rapport à des productions vraiment intéressantes qu'on a pu lire.
entre les niveaux de preuve et l'évaluation. Au niveau du fond, je ne sais pas comment ça intervient. Ok, donc le lien entre le niveau de preuve et l'évaluation. Oui, donc dans l'évaluation, alors j'ai pas mis tous les. En fait, il y avait beaucoup d'explications, donc là, il y avait juste des informations sur le premier critère qui est style d'orthographe, qui est certainement moins intéressant. Si ce n'est que pour les logopèdes, on est un peu vigilant par rapport à ça. Mais pour la compétence, pour les deux compétences, on va évaluer le niveau de preuve. Donc si les preuves rapportées sont de niveau 1 ou 2, ben, ça va plutôt être faible au niveau de la compétence. Si c'est massivement des preuves de niveau 4 et 5, ben, on va plutôt être au niveau excellent. La qualité, le niveau de preuve nous permet d'évaluer la réflexion qu'il y a autour de développement de compétences. C'est très réflexif et c'est vrai que c'est très métacognitif en fait, comme évaluation. Et c'est la seule façon d'être un peu, de se dégager de choses qui peuvent être très 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 différentes dans le contenu, dans les productions apportées. C'est difficile de comparer les transcriptions d'entretien avec une vidéo, avec d'autres choses. Donc on va vraiment regarder plutôt jusqu'où l'étudiant a poussé, est-ce qu'il y a des liens, est-ce qu'il a été, par exemple, pour avoir un niveau très bon ou excellent, il faut automatiquement qu'il y ait des références à la littérature scientifique et que les références soient solides, qu'il ait été chercher des choses par rapport à ça. Mais bon, ils sont aussi beaucoup drillés, on travaille beaucoup le BP, les BD Best Practice, la méthodologie à ce niveau-là. Donc on attend d'eux des choses qui sont en lien aussi au fait qu'on a beaucoup travaillé ça dans notre cours. Donc c'est effectivement un lieu d'intégration. Autre question? Moi, je m'interrogeais sur la limitation à deux compétences. Alors que, en quoi l'évaluation d'un stage, vue de cette façon-là, n'est pas un peu parcellaire et est-ce que techniquement, d'un point de vue d'évaluation de l'ensemble des compétences, dans le cadre d'un stage, en tout cas, c'est pas un peu plus. Non, alors c'est vrai, ça c'est le rapport de stage. Maintenant, la grille de stage, toutes les compétences sont évaluées par le stagiaire et le maître de stage. Donc, la grille elle est complète et on a une note clinique qui est discutée avec le maître de stage par rapport à l'ensemble. Mais dans le rapport de stage, on a, c'est de nouveau un compromis entre la quantité et la qualité. On s'est dit qu'on préférait qu'ils en choisissent deux et qu'ils les choisissent et qu'ils les développent vraiment bien plutôt que d'avoir un peu de tout sur 5. Donc, c'est vrai que ça c'est... Et idéalement, il faudrait que tout au long de la formation, ils aient établi les différentes compétences, qu'on n'ait pas un espèce de trou à un moment donné des compétences qui ne soient jamais touchées, et ça c'est vrai. Ici, c'est à nouveau un compromis pour laisser suffisamment de place pour rentrer dans la réflexion, pouvoir argumenter, et on se rend compte qu'il faut quand même un peu de place d'écriture, il ne faut pas faire ça en une page, et puis le temps de lecture, l'analyse multiplié par 50, voilà, les rapports de stage, ça reste des briques à lire, si on veut évaluer ça correctement, ça prend du temps. Donc ils ont d'une part une note pour le stage et d'autre part une note pour le rapport de stage. Et les deux sont mis en situation. Autre question, Alain? D'abord, une petite question, peut-être que j'étais distrait. Les deux compétences, c'est les étudiants qui les choisissent. D'accord. Et alors, question plus large, comment est-ce que les étudiants rentrent dans ce système? Est-ce qu'ils se sentent rapidement à l'aise? Est-ce qu'ils rechignent? Comment est-ce que c'est perçu la procédure, la démarche que l'on fait avec eux? La démarche de rapport de stage, où ils doivent choisir des compétences? Non, de manière plus large. Bon, il faut quand même suivre toute une série de critères, de consignes. Est-ce qu'ils rentrent facilement là-dedans? Est-ce qu'ils comprennent aussi? Oui. En 5e année, ils ont l'habitude d'avoir compris qu'il y a des consignes et qu'il faut les respecter, qu'il y a un cadre. Donc, je
pense que ça, c'est plus des questions qu'on va se poser quand on va travailler avec les vaccins, etc. Où là, autant ici, il y a plus d'ouverture, le cadre il est sur le nombre de pages, des choses comme ça, beaucoup moins finalement sur la nature, et les rapports sont très différents. Les rapports de stage peuvent parfois il y a des étudiants qui choisissent d'avoir une approche transversale en prenant un patient, et on a aussi des étudiants qui vont plus loin, qui ne se limitent pas à 2 compétences. La consigne c'est 2, mais il y en a qui sont... nous on les limite en nombre de pages, parce que... et je pense que c'est vécu comme quelque chose d'intéressant par les étudiants parce que c'est lié à des apprentissages cliniques et donc qui sont très en lien avec ce qu'ils font sur le terrain. Donc ils ne voient pas ça comme un exercice. Enfin, c'est plus connecté à la réalité que leur mémoire, par exemple. Leur mémoire, ils ont l'impression que ça c'est un truc d'universitaire, on fait des données. Tandis que pouvoir montrer qu'on est capable d'évaluer, etc., ça c'est beaucoup plus connecté à des choses qu'ils vont faire et qui se voient faire dans quelques mois. Donc, en général, il s'implique beaucoup. Mais ici, c'est des 5e années. Ça, c'est un autre challenge. En première année, le dispositif qu'on a mis en place, il est beaucoup plus proche de ce que vous avez mis, c'est-à-dire avec des fiches plus cadrées, des trucs comme ça, parce que si on n'en explique pas, ils sont perdus. Il faut vraiment être... Oui, parce qu'il y a une lecture intermédiaire dans ce rapport de stage, un accompagnement spécifique, ou bien voilà, ils partent et dans le produit fini. Oui, c'est vrai. On n'a pas le temps. Ils ont l'occasion, par les séminaires d'accompagnement de stage, de discuter des choses, etc. Pour nous, c'était l'objectif de leur apprendre à travailler en intervision. C'est en général qu'entre étudiants, on discute aussi, qui relisent, mais nous, on ne gère pas ça. Mais c'est évident que pour pouvoir le faire correctement, il faut le construire, il faut réagir. C'est pas quelque chose qu'on peut faire à la veille. C'est vraiment D'autres questions? Tout est clair? Ok. Alors, on va peut-être vous demander une meilleure activité ce soir. Peut-être, moi, j'aimerais savoir, dans l'Assemblée, combien d'entre vous travaillent déjà avec un portfolio, ont différents portfolios, ou demandent un portfolio à leurs étudiants, ou réfléchissent à l'utilisation d'un portfolio, pour savoir un petit peu, évidemment ici je suis sûre. Ok, oui, la majorité d'entre vous. Ok, alors je vais peut-être demander à Christelle si elle veut bien. Alors si Christelle pouvait nous réafficher l'écran sur lequel elle a parlé des types de preuves, c'est l'avant-dernier. Voilà. Voilà, ici. Donc vous voyez, pratiquement, c'est varié. Donc Christelle a énuméré une série de types de preuves, ça peut être de fiches techniques, chez bien photo, vidéo, etc. Vous voyez qu'il y a déjà une grande richesse là-dedans. Ce qu'on va vous proposer, c'est de travailler une dizaine de minutes en 3 groupes et de simplement vous poser la question de tiens, moi, dans ma pratique, si je dois faire un portfolio à mes étudiants, est-ce que ces preuves-là, ces types de preuves-là me semblent faisables, praticables? Est-ce qu'il y en a que je pense qui ne pourraient pas recueillir? Ça n'existe pas dans ma réalité professionnelle? Ou au contraire, est-ce que je pense à d'autres types de preuves qui, dans ma réalité professionnelle, font sens? Donc ce serait se dire, tiens, voilà, il y a une série de choses qui sont listées. Est-ce que je pense à d'autres choses? Et est-ce que ces choses-là sont applicables? Est-ce que j'ai un exemple qui peut me venir derrière chaque type de preuve? Tiens, un schéma, chez moi, ce serait quoi? Une photo, ce serait une photo de quoi? Une synthèse de lecture, est-ce que ça se justifie? Donc, est-ce que vous pouvez vous approprier cette liste? Est-ce qu'il manque des choses ou est-ce qu'il y a des choses qui, chez vous, ne se justifient pas du tout? Et bon, voilà, vous en discutez pendant 15 minutes, 10 à 15 minutes en groupe de 3, et puis on vous demandera un petit peu de rendre compte
de ce que vous avez discuté, donc des thématiques qui ont été discutées dans votre groupe. Ce qui faisait l'unanimité, ce qui était peut-être proposé en plus par une personne ou ce qui semblait poser le plus de problèmes. Voilà, alors le petit groupe était assez d'accord assez rapidement pour dire qu'à cette longue liste, on pouvait peut-être ajouter des témoignages qu'on enregistre, qu'on retranscrit, etc. Et ça peut prendre plusieurs formes, ça peut être via des mails ou des petits courriers. On peut avoir reçu ces témoignages de diverses façons. On a évoqué la question, lorsque on doit rechercher des traces a posteriori, il y avait parfois, pour certains types de publics, une difficulté à accéder aux preuves qu'on voulait mettre dans son portfolio. Alors on a constaté aussi que les membres du jury n'étaient pas toujours d'accord pour valider une preuve, pour valider une trace comme étant une bonne preuve. Que certains acceptaient, je ne sais pas, par exemple, une synthèse de lecture et d'autres pas, pour toutes ces raisons. On a aussi, on s'est posé la question de savoir s'il fallait une défense orale pour peut-être justement préciser des niveaux ou des authenticités de preuves. On a parlé de l'authenticité. Est-ce qu'une preuve, on peut l'accepter en tant que telle? Alors, je ne sais pas si j'ai oublié des choses importantes. Bon, des réactions des autres groupes peut-être? C'est compréhensible? Très bien. Ok. Je vais peut-être passer la parole à un autre groupe, Alain? Voilà, alors dans notre groupe, on a gentiment commencé par éluder la question en disant qu'on en était dans différentes réflexions au point de mettre en place une logistique de portfolio. Et donc, en fait, les preuves étaient quelque chose qui allait venir assez naturellement, mais plus tard dans nos démarches respectives. Par contre, on a réfléchi au fait que dans certains milieux, des vidéos, par exemple, pouvaient poser problème, notamment dans le milieu médical, où ça pose des questions déontologiques, évidemment, de filmer les patients, on ne peut pas. Mais que, apparemment aussi, dans le milieu de la logopédie, les patients s'ouvrent de plus en plus à ce genre de pratique. On peut, en leur faisant signer des documents, en limitant le nombre de personnes qui ont accès à la vidéo, etc., quand même accéder à des vidéos comme preuve. Et que, par ailleurs, il y a des vidéos de preuves de manipulation que des étudiants font l'un sur l'autre pour prouver qu'ils sont capables de faire ce type de manipulation, etc., qui peuvent néanmoins être valides et tout à fait acceptables. Est-ce qu'il y avait autre chose? Je me tourne vers le groupe. Oui, oui, et puis surtout, oui, j'oublie l'essentiel. On a surtout conclu que les preuves ne sont pas l'essentiel dans cette démarche-là, que finalement la justification que les étudiants amènent, la manière dont ils défendent cette preuve est finalement beaucoup plus intéressante et beaucoup plus parlante que la preuve en elle-même, et que finalement il y a peu ou pas de mauvaises preuves, de preuves qu'on ne peut pas accepter, pour autant que l'étudiant soit assez convaincant à la présenter. Voilà, merci beaucoup. Moi, je veux bien faire le rapporteur, essayer de faire le rapporteur. Bon, on n'a pas fait l'exercice jusqu'au bout, mais il me semble qu'on pourrait conclure qu'on pouvait s'approprier assez facilement tous les exemples qui étaient présentés. On aurait peut-être rajouté dans la liste un objet ou une réalisation concrète, peut-être pas dans le domaine de la logopédie, mais dans d'autres contextes que l'on puisse produire un objet ou quelque chose comme ça. On a évoqué, j'arrive sans trop, mais je pense qu'on peut en parler, des difficultés techniques peut-être qui pourraient être liées notamment à la manipulation de la vidéo, des photos, donc la limitation des moyens techniques eux-mêmes ou la maîtrise par les étudiants, voire encore l'acceptation de certaines générations d'enseignants qui ne seraient peut-être pas encore tout à fait soit au clair, soit
en accord avec ce genre de choses. Donc il y avait une limitation technique, éventuellement une limitation de maîtrise, voire une limitation psychologique de la part de ceux qui les utilisent. Et moi, personnellement, je n'avais rien noté d'autre ici. C'est déjà des témoignages. Et alors, on avait effectivement pensé au témoignage, en redisant, puisqu'il n'y avait pas de témoignage, compte rendu de conversation, ça pouvait peut-être se retrouver. Donc, voilà. Ok. Ceci clôture le tour. De table. Merci Bernard. Oui, quand vous dites témoignage, en fait, je pense que c'était présent dans... oui, c'est ça, sous forme de conversation ou de vidéo, si ce sont des témoignages. Mais c'est vrai qu'on peut parfois mettre l'accent plutôt sur le support utilisé en disant vidéo ou sur le contenu du message qui va passer. On peut dire alors témoignage, donc ça dépend un peu du point de vue sur lequel on se place. On a déjà eu des étudiants qui filmaient une interview qu'ils faisaient avec leur maître de stage pour montrer qu'ils étaient compétents sur la... Genre, c'est ça, bon, oui. est-ce que vous pouvez attester qu'au niveau de la relation professionnelle et poser des... Enfin, pour vraiment... Oui. Ça, c'est des choses qu'on peut trouver dans la grille. Les étudiants sont parfois créatifs. Filmer le maître de stage, c'est une possibilité. On peut aussi filmer un collègue qui atteste la manière dont on fonctionne, filmer des stagiaires. C'est vrai qu'au niveau des témoignages, il y a une grande diversité de témoignages possibles. Peut-être une petite mise au point quand on parle de la distinction très intéressante que vous avez faite. Vous avez dit oui, mais finalement, c'est pas la preuve qui compte, c'est le commentaire. Nous, on a l'habitude, avec François, de distinguer maintenant la trace et la preuve. Donc, un faisceau de traces ne constitue une preuve que quand ils sont assortis de témoignages, de discussions, de réflexions critiques, de prise de recul, etc. Donc, la vidéo, c'est une trace, et ça devient une preuve si elle est explicitée, commentée, éclairée, etc. Tout ce qui est là, ce serait des traces, et ça devient des preuves, éventuellement. Et la preuve de la trace. Alors, la preuve de la trace. Vous prouvez que la trace, que la personne produit, lui appartient bien. Ça, c'est la question de l'authenticité de la trace. Et là, vous en avez parlé en disant, tiens, est-ce que ça se justifie d'avoir éventuellement une présentation orale qui, dans la discussion, permettrait aux membres du jury de se dire, oui, l'étudiant a vraiment vécu ça, donc la trace est réellement authentique et donc la preuve peut être validée. C'est une question, je crois que beaucoup d'équipes d'enseignants se posent. Nous, de notre côté, on a opté pour cette présentation orale. Et on se rend bien compte que quand on a 150 étudiants, la présentation orale devient un petit peu difficile. Mais c'est vrai que c'est quelque chose non seulement qui permet d'aller chercher l'authenticité éventuellement, mais aussi c'est quelque chose qui permet une dernière fois de valoriser l'étudiant qui a fait tout ce travail de recueil et lui permet d'expliquer cette richesse de ce qu'il a vécu, de mettre de l'humain autour, encore une dernière fois avant d'obtenir son diplôme. Et c'est quelque chose qui en général est apprécié et qui peut constituer une occasion de formation continue très intéressante pour d'autres étudiants en formation initiale, mais pour des professionnels en formation continue, y compris des maîtres de stage, pourquoi pas, qui viennent assister à cette espèce de feu d'artifice de fin de formation des étudiants. Ça peut être vraiment extrêmement intéressant. Voilà, on ne va pas peut-être vous retenir plus longtemps. Peut-être c'est intéressant de signaler au niveau de l'AIPU, enfin, pour François et moi, en tout cas c'est notre cas, on va justement présenter au colloque de l'AIPU de Mons une communication avec Jacques Tardif d'ailleurs autour de la notion de preuve, de la complexité du recueil de preuves, de comment conserver cette richesse de la complexité et à y mettre des notes là-dessus. Il y aura un atelier aussi autour de ça et on n'est pas les seuls à parler de portfolio et de preuves à l'AIPU, donc peut-être rendez-vous à Mons pour tous ceux qui en auront l'occasion. Je sais que Christelle y sera aussi avec plusieurs présentations. D'autres aussi encore peut-être? Présentations, oui, Bernard, Nicolas, Céline, Alain, Stéphanie. Oui, Stéphanie. Donc il y aura pas mal de présentateurs à l'AIPU. Je laisse peut-être le mot de la fin
d'avoir vraiment non seulement présenté, enfin c'est un réel apport pour nous, mais en plus ils ont été extrêmement autonomes parce qu'ils ont fait tout seuls. Ils ont préparé leur cas, présenté leur cas et animé leur cas sans aide, tout à fait. Donc ce sont des professionnels déjà très loin dans le niveau de développement, tout à fait autonomes. Merci beaucoup pour tout ça. Un dernier petit mot, d'abord pour vous remercier de pouvoir faire de ce projet vraiment une activité régulière et entretenue par le public. Et deuxièmement, pour vous donner rendez-vous, parce que donc l'équipe de l'AIPU Belgique organise une communication lors de l'AIPU internationale à Mons le mardi 20 mai, de 14h à 15h30, durant la visite culturelle. Alors vous aurez tout le loisir de découvrir la culture montoise durant la soirée festive, je vous l'assure. Du coup, il vaut peut-être mieux venir découvrir le dispositif plus en profondeur. On repassera vraiment sur tout ce qu'il est nécessaire d'avoir fait, de faire et de mettre en place pour pouvoir assurer ce genre d'échange pédagogique, de développement professionnel et qui nous permet à tous d'échanger sur nos pratiques et d'aller toujours chercher de nouvelles idées et de nouvelles collaborations. Donc on vous donne rendez-vous à tous le mardi 20 mai. Et comme le bar est resté ouvert toute la soirée, je vous dis